Bienvenue dans l'émission Comment faire, le podcast du Congossa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Salut les boss et les bossesses! Et c'est Champi, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, votre podcast radio qui a pris sa place sous le soleil. Et comme vous le savez, nous sommes désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires, le samedi qui suit à 12h. Aujourd'hui encore, je suis accompagnée de mes acolytes qui sont Fiona, la queen des Wayforts. Fiona, un petit coucou pour les boss et bossesses, s'il te plaît. Hello les boss et les bossesses, comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et de Mélissa, la boss de la séquence. Pas là, le livre, pardon. Mélissa, un petit coucou pour les boss et bossesses. Oui, coucou nos boss et bossesses, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode. Et enfin, de Lily, le cerveau derrière la rubrique Est-ce que tu know? Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour la saison 2, épisode 5, et le titre de ce numéro est Comment faire pour comprendre le langage juridique. Et pour en discuter, nous avons ce soir avec nous Stéphanie Grivet, qui est magistrate. Martiniquaise d'origine, elle vient en France hexagonale pour faire ses études. Elle commence par faire des études de sociologie et à la fin de sa licence, elle passe et obtient le concours de conseillère principale d'éducation, donc CPE, un métier qu'elle exerce pendant plusieurs années. Bien que, ayant trouvé une vraie satisfaction à le faire, le sentiment de tourner en rond se manifeste néanmoins. Dès lors, elle réfléchit à une réorientation et décide de passer le concours d'entrée de l'ENM, qu'elle obtient au bout de sa deuxième tentative. Après l'école, elle a été juge, placée à la cour d'appel de Rouen, puis demanda une mutation dans le sud-ouest, où depuis 2019, elle exerce les fonctions de juge non spécialisée dans une chambre civile. Elle traite du contentieux du droit immobilier dans son ensemble. Bonsoir Stéphanie, nous sommes énormément contentes de t'avoir avec nous ce soir. Bonsoir, oui, je suis très contente et je vous remercie de m'accueillir parmi vous ce soir. Le plaisir est vraiment partagé. Donc, les boss et les bossesses, vous connaissez le rituel. On va passer avec l'apéritif des Wayforts de Fiona. Donc, Fiona, à toi de jouer. La rubrique Les Wayforts, présentée par Fiona. Chers boss et bossesses, chers auditeurs et auditrices, notre premier effort de ce jour porte sur le combat de boxe qui a opposé Tyson Fury et Francis Ngannou samedi 28 octobre dernier. Pour ceux qui ne le savent pas, Tyson Fury est un boxeur professionnel britannique qui détient le titre des poids lourds du World Boxing Council, abrégé WBC, et Francis Ngannou est un boxeur camerounais pratiquant d'arts martiaux mixtes, abrégé MMA. Les deux joueurs se sont donc affrontés le 28 octobre dernier à Riyad et Tyson Fury a remporté le combat par décision partagée. Un grand nombre de fans de boxe et de spectateurs qui ont suivi le match pensent que Fury ne méritait pas cette victoire et certains affirment même qu'il s'agissait d'un vol pur et simple où Ngannou a dominé celui-ci durant tout le combat et l'a même fait tomber au 3e round. Des internautes pensent aussi que Fury a été déclaré vainqueur pour sauver l'honneur de la boxe puisque Ngannou est un combattant de MMA fraîchement converti à la boxe anglaise. Voilà dans notre premier effort et comme le veut le rituel, je voudrais que chacune de vous, mesdemoiselles ou bien mesdames sur ce plateau, dise aux box et aux bossesses si premièrement vous aimez la boxe et ensuite je voudrais que chacun donne son point de vue si au grand jamais elle a eu à regarder le match. Et cette fois-ci, je vais faire honneur à notre invitée, donc je vais commencer par Stéphanie. Honnêtement, la boxe et moi, ça fait 25. Je ne regarde pas du tout les matchs de boxe, même si j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, voilà, des posts qui concernaient ce match. Honnêtement, je regarde pas du tout. C'est pas un sport qui m'attire vraiment.
Ah, fair enough, ben, je comprends. Donc, mais tu as quand même eu vent de cette histoire, c'est déjà ça. Donc, voilà, c'est cool. Et toi, alors, Lily, dis-nous un peu si tu aimes la boxe et tout. Alors moi, la boxe non plus, c'est pas trop ma tasse de thé, not my cup of tea. Donc j'avais aussi entendu parler de cette histoire à la radio, mais alors de là à me prononcer dessus, je vais donner ma langue au chat pour aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. On apprend et puis moi non plus, la boxe c'est pas trop mon fort. Donc voilà. Mélissa, qu'est-ce que toi tu penses ou bien est-ce Eh que ben tu aimes la écoute, boxe? je vais être encore une moins bonne élève puisque moi, figure-toi, j'en ai même pas entendu parler ni par la radio ni par les nouvelles en fait, tout simplement. J'avoue que la boxe, j'ai pas du tout l'habitude de regarder ou de m'y intéresser, mais écoute, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre de nouvelles. Mhm. Et puis bah écoute, voilà, c'est tout ce que je peux dire, je dirais, sur ce sujet. Mhm. Bah, c'est Ok, bizarre d'accord. que t'aies pas entendu parler de ça parce que toute la presse française en a parlé, hein, de la boxe. Et je peux te dire que moi non plus, moi, je Ouais, suis pas de mais boxe. j'écoutais pas forcément en fait à ce niveau-là. Je pense que quand je regarde les nouvelles, j'écoute vraiment ou je regarde un petit peu des choses très spécifiques. Et du coup, Mhm. j'en ai pas du tout entendu parler parce que bah, de manière générale, j'ai pas écouté la radio quoi. Donc voilà. Oh, d'accord, fair enough, fair enough. Fiona, c'est quoi la deuxième way forte, s'il te plaît? Pour notre deuxième effort, je voudrais faire part à tous nos boss et nos bossesses, spécialement ceux qui ont des nationalités africaines, que le président du Kenya, William Ruto, ainsi que le président rwandais, Paul Kagame, ont annoncé la suppression des visas visiteurs pour tous les Africains dans leur pays d'ici la fin de cette année afin de faciliter la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Bon, je dirais juste que c'est une très bonne nouvelle, encore plus quand on est un amoureux du tourisme et qu'on n'a pas le boc, en fait, de s'occuper de la paperasse et tout ça. Pour cette news aussi, mesdames ou encore mesdemoiselles, je voudrais également que vous dites à nos boss et aux bossesses si vous êtes déjà allé un jour en Afrique. Sinon, est-ce que vous souhaiteriez y aller un jour et quel pays aimeriez-vous visiter? Cette fois-ci, je te fais encore honneur, Stéphanie. Honneur à notre invité. Donc, à toi la parole. Je suis allée, alors mais rapidement au Maroc, mais sur un week-end, j'ai pas vraiment eu l'occasion de visiter. En revanche, j'ai passé un mois en Afrique du Sud il y a de ça quelques années. Mhm. C'est une des expériences de ma vie que j'oublierai pas parce que j'ai rencontré plein de gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, alors que ça doit bien faire 10 ans que j'y suis allée et, euh, et j'ai vraiment aimé. Mhm. Et il y a un autre pays que j'aimerais visiter, c'est le Cameroun. Parce que Ah. plusieurs personnes parmi celles que j'ai rencontrées en Afrique du Sud étaient camerounaises et donc ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Il y a aussi le Sénégal qui m'attire. Enfin, Mhm. il y a plein de pays d'Afrique qui m'attirent, mais c'est vrai que moi le voyage ces dernières années j'ai mis un peu en stand-by par rapport à ma vie personnelle tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une petite fille qui commence à grandir et pour qui des voyages un peu comme ça pourraient commencer à devenir intéressants. Et du coup, avec son papa, on y pense, effectivement. Moi, Mhm. je te Et c'est une conseille très bonne idée, hein. Pardon, excuse-moi, Fiona. Moi, je te conseille aussi de visiter le Kenya. Donc, le Cameroun, bien sûr, parce que D'accord. voilà, c'est l'Afrique en miniature, mais visite aussi le Kenya parce que vraiment, je t'assure, tu seras aussi ébloui. Donc, D'accord. ouais. Champi, toi, tu as déjà été un jour au Kenya ou bien Si, pourquoi si, cette si, si. recommandation? Si, si, c'est pour ça que je fais la recommandation à Ah, Stéphanie. d'accord. Bon, et Mélissa, toi, tu en penses quoi? Bah écoute, j'aurais très envie d'aller voyager honnêtement en Afrique parce que j'ai jamais encore fait. Et c'est vrai que j'ai des amis de mes parents en fait qui sont partis en petit road trip en fait cet été. Et ils ont fait du coup comme ça plusieurs pays. Honnêtement, c'était incroyable. Les photos étaient incroyables et vraiment les histoires qu'ils avaient à nous raconter, c'était vraiment génial. Donc bah écoute, je prends note de tes recommandations de visiter le Cameroun et le Kenya parce qu'honnêtement, dès que j'aurai la possibilité, je pense ça fera partie de ma liste des pays à visiter, avec plaisir. Mhm.
Effectivement. Ok. Enfin, Mhm. Lily. Alors, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter l'Afrique. Par contre, oui, il y a énormément de pays que j'aurais envie de découvrir. Alors, notamment le Cameroun et le Sénégal aussi, parce que j'ai des étudiants qui viennent de là-bas et qui m'en parlent avec des étoiles plein les yeux. Donc, ça me plairait beaucoup. Et aussi, j'aimerais bien un jour dans ma vie visiter l'Égypte parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu ma période pyramide, pharaon et hiéroglyphes. Et j'avoue que des temples comme le temple d'Abou Simbel me fascinent par leur histoire, on a quand même déménagé un temple, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et voilà, j'aimerais bien découvrir cette ambiance qui m'a toute petite fait Marqué. faire de jolis rêves. Mhm. D'accord, ok. Mhm. Bon, c'était une très très belle rubrique, mais tu connais le rituel, il faut que Stéphanie te note. Donc, Stéphanie, sur une note de 20, combien est-ce que tu mets à Fiona pour sa rubrique Les Way Forts? Ah, notez, bah, je vais lui mettre 20. Non, 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 Ah, non. bah merci Attends, non, non. Stéphanie. Non, regarde, on exclut la note de 20. Donc, on retire On 20. Tu laisse lui la mets note de 20. combien? Oui, tu lui mets combien? Bah, 19. Non, mais c'est pas. Non, mais attends, mais c'est pas. Attends, mais lui-même un 10 sur 20, un 8, un 6. Mais Ah, pourquoi elle était très bien cette Bon, rubrique. Moi, j'ai appris j'aime des pas quand on les choses, note donc bien. J'aime pas quand on les note bien. Ça me ouais. met du vinaigre Elle est toujours de dans le mauvaise sang. foi. Voilà, c'est ça. C'est non, exactement ça. non, je Oui. maintiens mon 19. D'accord. Tu as eu Ah, 19 mais sur bien sûr, 20. Stéphanie. Non, 20 sur 20, Congratulations. elle a dit Non, 20 sur elle a 20, dit donc 19. Elle a dit 19. On 20 garde sur 20, 19. donc. Ben, Abuse j'ai dit pas. 19 parce que vous m'avez dit que c'était interdit 20. Mais sinon, à Non, la c'est base, pas c'était interdit, ça. c'est juste interdit parce qu'elle le dit aujourd'hui, quoi. C'est juste de la mauvaise D'accord. foi. D'accord. Tu as 20 sur 20. Bravo. Congratulations. Tu as 20 sur 20. Je ravale ma mauvaise foi. Bon, les boss et les bossesses, on va se retrouver pour la suite de l'émission après ce bref moment de pause. Alors, à tout de suite, les boss et bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Le topo du jour, animé par Champi, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour comprendre le langage juridique. Et je voudrais que l'on débute avec une simple définition. Donc, d'après le site www.dictionnaire-juridique.com, le droit est l'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui, à un moment et dans un état déterminé, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privés entretiennent. Et d'après le site doc-du-juriste.com, les branches du droit juridique sont le droit public qui comporte le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit des finances publiques et le droit international public. La deuxième branche est le droit mixte qui comporte le droit fiscal, le droit pénal, le droit judiciaire privé et le droit du travail. Et la troisième branche est le droit privé qui comporte le droit civil, le droit commercial, la procédure civile et le droit international privé. Alors, Stéphanie, est-ce que tout est correct ou bien tu aurais des choses à rajouter dans ce que j'ai proposé? Alors, moi, j'aurais quand même rajouté que le droit, ça n'est pas que les textes légaux, c'est aussi les décisions de jurisprudence. La loi, elle ne prévoit pas tout, elle ne peut pas tout prévoir, et en fait, du coup, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions qui ont déjà été rendues par le passé par d'autres tribunaux, eh bien, ils servent aussi à faire le droit. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, en fait, les magistratures peuvent aussi établir de nouvelles droits ou bien de nouvelles lois. En fait, c'est pas la loi. La loi, il y a que le Parlement, tout ça, c'est le législateur qui fait la loi. Mais le D'accord. tribunal, les tribunaux, et notamment la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction au niveau judiciaire, eh bien, elle dit aussi le droit. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la loi,
il n'y a pas tout qui est prévu. Et donc, du coup, la Cour de cassation, elle dit des choses et elle énonce des règles que les tribunaux reprennent. Mais ça peut être, j'ai donné l'exemple de la Cour de cassation, mais ça peut être aussi la Cour d'appel de tel endroit, de tel autre endroit, et voilà. D'accord. Même moi, Et par exemple, en tant que Mhm. juge, j'ai ma propre jurisprudence. C'est-à-dire que j'ai établi une règle, la façon dont j'apprécie tel fait. Eh bien, je garde cette même façon d'apprécier les choses de façon sur le long terme. Donc, c'est ma jurisprudence. D'accord. Et tu vois que dans mon embrouille, la prochaine question a du sens parce que la prochaine question était pourquoi, selon toi, le langage juridique semble-t-il être alien pour un citoyen lambda? Donc, tu vois que là, je me suis tellement emmêlé les pinceaux. Voilà. Mais en fait, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que même si effectivement il y a des termes que ben le citoyen lambda ne connaît pas, si moi je te parle de divorce, tu sais ce que c'est? Oui, Eh ben, pourtant un divorce c'est un terme juridique. Si je te parle de contrat, tu sais ce que c'est? oui. Bah oui, donc en fait, il y a tous les termes juridiques ne sont pas complexes, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs, un certain nombre qui peuvent embrouiller parce que on les comprend pas, le citoyen lambda ne les comprend pas, mais ça résulte du fait, c'est comme toutes les choses qui sont techniques, par exemple en mathématiques, tu peux pas tout comprendre parce que bah dès lors qu'on rentre dans la précision et dans une espèce de spécificité, ben forcément, il faut des termes qui permettent de refléter ça. Donc, c'est pour cela que, en droit, comme dans tout autre domaine technique, on retrouve des termes techniques. D'accord. Et c'est Mais, pas tout. oui, mais, C'est pas tous les termes qui sont techniques. Il y a oui. plein de choses. Si je te parle de meurtre, d'emprisonnement, enfin tout ça, enfin tout le monde comprend. Oui, ça, ce sont des termes qu'on utilise dans notre langage courant. Mais Oui, en mais fait, c'est aussi juridique. C'est aussi juridique. Le meurtre est un crime défini par le code pénal. bon, Donc c'est aussi juridique. d'accord. Bon, on va dire que dans l'ensemble du langage semble un peu plus distant de ce que quelqu'un de lambda qui n'a jamais étudié le droit pourrait comprendre. Qu'il y a certains termes qu'on comprend parce que voilà, on utilise dans le langage courant, mais que dans l'absolu, c'est pour ça qu'on a besoin des avocats parce que justement, on ne maîtrise pas le langage. Là, tu es Oui, d'accord? oui, Voilà. ça je suis d'accord sur le fait qu'on maîtrise pas le langage. Mais l'avocat, alors oui, il a ce rôle-là aussi de traduire en quelque sorte le droit pour les gens, pour ses clients. Mais il a aussi surtout un rôle de conseils sur une stratégie à adopter et puis sur comment se retrouver dans toutes les procédures. Parce que pour le coup, alors là, pour les procédures, si on s'y connaît pas, on n'y comprend rien. Ça, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, voilà, comment on discutait sur le fait que c'est pas tout le langage juridique qui est complexe pour le citoyen lambda. Maintenant, parlons un peu des concepts ou bien formulations juridiques qui sont souvent confondus lorsqu'on débute le droit. Donc, toi, tu as fait des études qui t'ont permis de devenir magistrate. À tes débuts, quels sont les termes que tu trouvais un peu confusants, si c'est le terme en français? Peut-être deux ou trois. Ouais. Alors moi, enfin, mon parcours étant un peu particulier, c'est vrai qu'il y a plein de termes en fait que je ne comprenais pas parce que euh, quand j'ai commencé à préparer le concours, euh, j'étais avec des étudiants qui avaient déjà des masters en droit et moi j'avais fait des études de sociologie, donc j'étais vraiment à la ramasse et je saurais même plus dire quels étaient les termes, mais toutes les locutions latines en fait en droit, il y a plein de locutions latines. Moi je n'ai jamais fait de latin dans mes études, alors j'étais complètement paumée par rapport à ça. Ça c'est certain. Après, si on doit prendre un exemple plus courant d'un étudiant qui a fait du droit, c'est vrai qu'il y a une petite blague qui circule souvent dans les universités de droit, c'est que il y a certains qui peuvent se tromper et dire que la loi stipule. Ça, c'est la loi ne stipule pas. La loi, elle dispose. Et Ah, ça, c'est ah oui, voilà. Et ça,
C'est un contrat stipule, mais la loi, elle ne D'accord. stipule pas. La loi, elle dispose parce que la loi, elle fixe la règle. Elle dispose. Donc, Je ça, pense qu'il y c'est a une Mélissa erreur. excuse-moi, je pense qu'il y a Mélissa qui veut rebondir par rapport à Oui. ce que tu as dit, stipule Non, et ouais, dispose. j'allais simplement dire que j'en avais déjà entendu parler, ouais, justement, de cette confusion. Enfin, je sais que j'ai connu des gens qui étaient en première ou deuxième année de droit, et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui est beaucoup retourné. Enfin, en fait, comme quand tu en as parlé, Stéphanie, c'est vrai que ça m'a tout de suite fait tiquer parce que c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler en fait de cette confusion qui existe et en fait, même moi maintenant, du coup, j'arrive à comprendre la différence, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être assez difficile en fait de vraiment retenir ce point-là, quoi. Moi, je comprends pas la différence. Stéphanie, tu peux Bah, expliquer? alors, quand un contrat stipule, ça veut dire qu'il énonce des éléments sur lesquels les parties se sont mises d'accord. En fait, on se met, toi et moi, on fait un contrat, je dis n'importe quoi, sur une coiffure. Tu dois me coiffer. On stipule que je vais te payer 30 euros de l'heure et toi, tu dis que tu vas mettre 5 heures pour me coiffer. Donc voilà, ça c'est un contrat. Tous les éléments que je t'ai donnés sur le prix, sur la durée, ce sont des stipulations. Le contrat a stipulé ça. Il a énoncé que c'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord. En revanche, la loi, elle ne, il n'y a pas de notion de se mettre d'accord ou pas. La loi, elle fixe la règle. Elle décrète que c'est ça. C'est point barre, en fait. Donc, elle disposer au sens de décréter, de dire que c'est ça la règle. Ah, Donc, d'accord. en fait, on ne peut pas dire que la loi stipule parce qu'il n'y a pas de notion de se mettre d'accord. De Toi, consentement, en fait, c'est ça. exactement, Donc, j'ai exactement. compris, donc En- j'ai compris. donc voilà, c'est ça, c'est tant mieux. C'est ça. Donc la loi, elle dispose. Et si quelqu'un dit la loi stipule, ah, ça écorche les oreilles. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être une autre confusion que tu peux partager avant qu'on passe à la troisième question? Oh là là, une autre confusion. Honnêtement, là, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient forcément en tête. Mais D'accord. après, il y a toujours des petites choses qui, quand on n'est pas spécialisé, quand il y a un avocat qui est pas spécialisé, qui vient devant moi, et puis ben, il peut demander des choses qui sont totalement à côté de la plaque. Ça arrive. Mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple là en tête forcément. D'accord. Et donc, que serait selon toi la Sainte Trinité en termes de loi que chaque citoyen devrait connaître pour mieux opérer dans la société? Alors, c'est pas forcément en termes de loi, mais ce serait surtout en termes de comportement. Je pars du principe qu'on va pas dans le domaine du pénal, puisque le pénal, c'est les infractions. Bon, c'est quand même un truc un peu à part. A priori, la majorité des gens, et heureusement, ne font pas d'infractions. Mais je parle du côté dans la vie de tous les jours, du citoyen lambda. Euh, Première chose que je recommande à tout mon entourage, c'est de lire quand on signe quelque chose, de lire tout. Et pour savoir à quoi on s'engage. Parce que très souvent, dans les litiges que j'ai à trancher, je vois bien que les gens n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu ce à quoi ils s'engageaient et c'est là que ça peut donner des problèmes après. Donc pour moi là, ça c'est le number one. Enfin vraiment, c'est de lire ce qu'on signe parce qu'on s'engage quand on signe et puis ça peut se retourner contre soi. Et deuxièmement, je dirais en numéro 2, c'est un peu le pendant de ça. Mais ben du coup, quand on s'engage, quand on a un accord avec quelqu'un sur quel que soit le domaine, il faut écrire. Il faut écrire, il faut se mettre la preuve, il faut se ménager la preuve de ce qu'on a fait. Parce que là encore, les petits arrangements entre amis, on se dit, ah ben non, mais je le connais, lui, oh mais non, mais c'est mon bon ami, ou même des fois, c'est mon frère, c'est mon cousin, non, ça va aller. Et puis en fait, ça va pas toujours. Donc, pour éviter ça, quand on écrit, quand il y a quelque chose de particulier, quand quelqu'un prête de l'argent ou je ne sais quoi d'autre, l'écrire, c'est pareil, c'est un réflexe à adopter, et ne pas se dire non, c'est parce que je le connais, ça va bien se passer.
Donc Le voilà, et puis troisième? en numéro 3, du coup, je dirais le fait de connaître ses droits, ses devoirs. Moi, il y a un site que même moi j'utilise beaucoup, c'est servicepublic.fr. Et je trouve que dans tous les domaines de la vie, et qui sont rattachés au droit, bien entendu, eh bien, on peut trouver des éléments sur ce qu'il faut faire quand on est confronté à telle ou telle situation. Et ça, c'est super. Parce D'ac- que avant d'agir, il faut se renseigner. Et quand on est confronté à quelque chose, pareil, avant de monter sur ses grands chevaux ou alors d'abandonner en se disant, oh, bah ouais, non, mais là, ça va, je vais pas avoir raison. Bah, il faut se renseigner et ça peut passer par là en premier lieu. Voilà, D'accord, donc les trois, pour moi, c'est ça. d'accord. Je voudrais demander l'avis de Lily si parmi les trois, est-ce qu'il y en a déjà un qu'elle utilise ou bien elle utilise les trois? Euh, je pense qu'on va dire que j'utilise les trois. Alors, j'ai fait Hmm, des études de commerce, hein. Donc, j'ai fait 5 ans de droit. Donc, j'avoue qu'on a été sensibilisés à toutes ces petites choses. Donc, alors par contre, j'étais pas complètement au fait du mot stipulé tout à l'heure. Ça, j'en avais aussi entendu parler, mais c'est vrai que peut-être que j'ai dû l'employer sans, sans le savoir. Mais sinon, non, pour le reste, je pense que quand on fait des études de commerce, on est quand même relativement sensibilisé à toutes ces choses. Parce que c'est vrai que bah, tout simplement, ça peut causer la mort de notre entreprise si on ne fait pas attention. Donc, d'accord, voilà. ok. Et toi, Fiona, tu utilises déjà les trois recommandations de Stéphanie ou bien pas du tout, ou bien tu utilises juste une seule? Disons que j'essaye, mais la première recommandation, c'est un peu difficile pour moi. Enfin, la première recommandation où elle nous demande de lire toujours tout ce qu'on signe. Je prends un exemple. Généralement, ici en Allemagne, quand on va et quand on trouve un travail et qu'on doit signer un contrat, on nous donne en fait, un bloc de paperasse à signer, c'est tellement énorme que on n'a pas parfois le temps de lire complètement ou on ne sait pas alors ce qu'on devrait absolument lire et ce qu'on ne devrait pas absolument lire. Dans ce genre de circonstances, j'essaye de feuilleter, de regarder tout ce qu'il y a à lire et à signer. Je prends la peine de feuilleter, de signer, dire que je lis réellement le contrat pour vraiment comprendre tout ce que je signe, je dirais pas non. Et Ok. donc, je voulais, ouais, c'est pas une bonne chose, vu les recommandations de Stéphanie. Et donc, je voulais lui demander, en fait, si elle a peut-être des petits conseils, en fait, qu'elle pourrait nous donner sur comment est-ce qu'on doit lire un contrat, quels sont peut-être les points, en fait, les plus importants qu'on devrait déjà connaître. Ben Ok. oui, j'en ai. Ça dépend en fait du contrat. Mais par exemple, pour reprendre ton exemple, un contrat de travail, qu'est-ce qui va être important pour toi? Sans doute les conditions de travail, donc le lieu, la rémunération, les conditions pour la rupture du contrat. Il faut peut-être, en fonction du contrat, essayer d'identifier les choses importantes quand il y a une masse de choses à lire. Essayer d'identifier les choses importantes pour savoir dans quelles conditions, les conditions qui entourent ces choses importantes-là. Ça, ce serait mon premier petit conseil là-dessus. Mais sinon, c'est d'envoyer le contrat à des gens qui peuvent le lire assez rapidement, même si c'est gros, qui vont savoir repérer les choses importantes, différencier ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, et puis l'envoyer à des gens qui savent lire ça comme ça et qui pourront en quelques instants repérer ce qui pose problème ou pas. Par exemple, enfin moi, enfin dans mon entourage, oui, par exemple mon compagnon, s'il a un contrat, en fait, il va me l'envoyer et moi je vais lire et voilà. C'est vrai que c'est pas forcément évident. On n'a pas tous quelqu'un dans son entourage qui
qui Qui peut est aider? au fait des choses juridiques, mais ouais, c'est soit essayer de repérer les choses importantes et pour les chercher dans le contrat, ou sinon essayer de faire appel à quelqu'un, à un tiers, pour pouvoir le faire à notre place. Mais D'accord. c'est quand même important, surtout dans des domaines comme ça. Enfin, je, c'est vraiment quelque chose. Alors, bien sûr, dans la majorité des cas, les choses se passent bien, mais quand ça se passe mal, ça peut vraiment se passer très, 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 très mal. Et donc, bon, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Effectivement. Et donc, est-ce qu'il y a des termes juridiques qui sont peu connus et qui devraient être davantage démocratisés? Si oui, peux-tu en citer deux? Ah, des termes juridiques. Alors ça, j'y réfléchissais un petit peu, mais peut-être qu'en fait, très souvent, c'est sur la confusion entre le civil et le pénal. Comme le pénal, c'est ce dont on entend le plus parler, les faits divers, même si j'aime pas appeler ça comme ça, les crimes, les meurtres, les délits, les vols. Donc tout le monde est un peu arrive un peu à manipuler ça, et du coup, les gens ils peuvent faire des confusions entre ce qui se passe au pénal et au civil, parce que le civil ça a rien à voir avec le pénal. Par exemple. Euh, si on est fâché, si on n'est pas content de la prestation d'un garagiste, les gens ils ont tendance à dire oh je vais porter plainte contre vous. Ben non, on va pas porter plainte contre un garagiste parce que ça va se régler au civil et au civil on porte pas plainte, on assigne. On fait délivrer une assignation, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est des petites choses que oui, dans le quotidien, on pourrait essayer, ça gagnerait, enfin, développer la connaissance du public sur le civil, pour moi, il me semble que c'est important parce que la majorité d'entre nous, on est plus confrontés aux litiges que moi je gère au civil que, ben, ce Le qui est géré pénal. au pénal. Bah oui. Donc, Donc, à part le mot euh, assigné, est-ce qu'il y a autre chose encore que tu pourrais donner comme information? Au civil, on n'assigne pas. Pardon, on ne porte pas plainte, on assigne. Est-ce on qu'il y a un porte pas autre de terme? plainte, on On assigne, assigne? on assigne. Est-ce, oui, est-ce qu'il y a autre chose encore? Après, après, une chose aussi qui est importante de savoir au civil, c'est que le litige, c'est la chose des parties. Donc le rôle du juge, c'est pas le même qu'au pénal. C'est-à-dire que c'est important aussi de savoir que si des gens ils viennent devant moi par le biais de leur avocat, si en fait ils n'ont pas demandé, par exemple ils ont demandé que 10 000 euros, condamner telle personne à payer 10 000 euros, et qu'en fait je me rends compte qu'ils auraient pu avoir droit, je dis n'importe quoi, à 50 000. Mais des fois, c'est énorme comme ça aussi. Moi, j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'accorder les 50 000 parce qu'on me l'a pas demandé. Donc, je suis quand même vachement liée parce que les gens me demandent. Donc, le fait de savoir que au civil, c'est la chose des parties, le litige, c'est la chose des parties. Donc, c'est aussi important parce qu'il faut tout demander au juge et bien vérifier que son avocat il maîtrise bien les questions qui sont soumises au juge pour pouvoir demander tout ce à quoi on a droit. Par exemple, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Donc, ça veut dire qu'au pénal, par exemple, lorsque les personnes, c'est pas, l'avocat demande 50 ans de prison ou bien 30 ans de prison et que le juge constate que normalement la personne doit faire plus, là, à ce moment-là, il peut faire plus. Il peut donner 100 ans de prison ou à perpétuité. Par contre, lorsque c'est un cas de civil, le juge n'a pas le droit d'augmenter ou bien de diminuer ce que la partie plaignante a demandé. C'est ça, la différence? Alors c'est presque ça, mais oui, c'est ça le principe. Alors disons au pénal, c'est pas l'avocat qui demande, c'est Ouais. l'avocat il plaide, mais bon, enfin voilà. Mais c'est exactement ça le principe. Dans la limite de la loi, si voilà, la loi elle dit pour telle infraction, la peine encourue c'est 10 ans. Eh ben même si le procureur il requiert une peine de 3 ans. Eh bien, moi, en tant que juge, je peux monter jusqu'à 10 ans parce que la loi me l'autorise. Ah, d'accord. Bon, je voudrais En qu'on passe à revanche, Mélissa. Oh, pardon, excuse-moi. vas-y. Mélissa, est-ce que cette fois-ci, tu savais aussi qu'on ne disait pas porter plainte, mais assigner dans la partie civile? Eh ben écoute, pas du tout. Je l'ai appris. Voilà, on en apprend tous les jours, hein. Écoute, c'est super.
Ok, d'accord. Et toi, Lily, tu le savais ou pas? Parce que moi, je ne savais pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ben oui, là, pareil, par mes études de droit, j'en avais entendu parler. Par contre, j'avoue, je ne me rappelais plus. D'accord, ok. Bon, oui, Stéphanie, vas-y, continue s'il te plaît avant qu'on émigre vers la dernière question. Non, et puis voilà, et donc je disais que au civil, par contre, si on me demande 10 000 euros, je peux aller que jusqu'à 10 000 euros. Si l'avocat me demande que 10 000 euros, je peux aller jusqu'à 10 000 euros, mais par contre, je peux aller descendre en dessous. Je peux pas Ok, dépasser, mais je peux descendre en dessous. d'accord, ok. Maintenant, est-ce que tout à l'heure tu as parlé du latin, du fait que dans l'écriture juridique, il y a beaucoup de mots latins, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de mots en anglais? Donc, est-ce qu'il y a l'anglicisme qui prend un peu plus de place, notamment en France, vu que la France, on sait que la langue officielle, c'est le français. Ouais, ben, ça reste quand même globalement beaucoup le français. Il y a des petits termes qu'on peut retrouver, par exemple la classe action. Alors je le dis à l'accent français en plus, mais c'est l'action de groupe. Mais globalement, en tout cas moi dans mon quotidien, je ne vois pas du tout l'influence de l'anglais arriver. Après, peut-être que dans des domaines un peu plus à l'international, en droit des affaires, c'est peut-être un peu différent. Mais honnêtement, je vais pas pouvoir vous en parler parce que j'en fais pas du tout et c'est pas du tout un domaine que je maîtrise. Ok, fair enough. Et donc, quel est le mot juridique le plus étrange que tu as rencontré au cours de ta carrière? Ça, tu dois savoir. Alors, je pense, j'ai posé une fois cette question à mon compagnon hein, parce que forcément, bah, on parle de mon métier, hein, comme dans tous les couples. Mais j'ai posé une fois cette question à mon compagnon et tout de suite il a réagi. Il m'a dit non, mais le plus étrange, c'est synalagmatique. Ça veut dire quoi, ça? Ah, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrat synalagmatique? Alors peut-être que Lily le sait, puisque avec ses études de droit, Mélissa mais veut répondre. Mélissa, tu veux répondre. Vas-y, dis-nous, c'est quoi un contrat Alors, synananatique? j'en ai aucune idée. Et justement, j'allais dire que ce mot est extrêmement complexe et très étrange. Donc, j'ai très hâte de savoir ce que ça veut dire. Parce que j'avoue que je suis surprise. Ok, Lily, toi, tu connais la réponse. Eh bien, écoute, la question vient de moi. Et non, j'avoue que celui-là, Alors peut-être que quand tu vas me le dire, je vais dire que je m'en rappelle, mais franchement, non, ça, là, comme ça ne me dit rien. Synananatique? Attends, Fiona, tu connais? synalagmatique. Ah, je n'arrive même pas à prononcer. Pour te dire que pour moi, c'est trop, trop bizarre. Toi, Fiona, tu connais ce que ça veut dire? Pas du tout. Moi non plus, je connais pas et c'est même la première fois que j'entends ce terme, en fait. Tu dois même pas te moquer parce que tu sais que la langue allemande, et il y a beaucoup de satire faite sur ça. Donc, tu dois même pas te moquer de synananatique. Tu dois même pas te moquer. C'est synalactique. Oh bon, Eh Stéphanie, tu peux bien, nous dire ce que ça c'est veut dire, s'il te compliqué. plaît? C'est très simple en fait. moi, Synalagmatique, ça veut ouais. dire que c'est avec des engagements réciproques. C'est-à-dire que, par exemple, dans un contrat est synalagmatique quand des deux côtés, on s'engage à faire quelque chose. Tout Ah, simplement. d'accord. Tout Ah oui, simplement, c'est quelque chose de tout bête. Par exemple, quand on achète une maison, eh bien, très souvent, ben, on fait un contrat, un compromis de vente, ce qu'on appelle un compromis de vente avant de signer la vente définitive. Eh bien, le compromis de vente, c'est un contrat synalagmatique parce que d'un côté, il y a le vendeur qui s'engage à vendre et de l'autre côté, le candidat acquéreur qui s'engage à acheter sous certaines conditions. Et donc, c'est D'accord. synalagmatique. Mais Lily, tu Est-ce voulais dire quelque chose? que- Vas-y. ouais, alors moi, j'avais pas entendu parler de ce mot-là. Par contre, est-ce que c'est pareil que les contrats bilatéraux? Parce que c'est ce que nous, on employait. Non, pas forcément, parce que bilatéral, ça veut pas forcément dire qu'il y a des engagements des deux côtés. D'accord. D'accord. Ok. C'est- Bon, merci bien, Stéphanie. Mais avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu as un mot de fin pour cette partie à dire à nos boss et bossesses, à stipuler, voilà, stipuler à nos boss et bossesses concernant le droit? Est-ce qu'ils doivent en avoir peur ou bien ils doivent s'en approprier? Se Ah l'approprier, bah pardon. forcément, je vais dire non, qu'il faut pas avoir peur du droit. Je pense que euh, quand on s'y intéresse, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est la vie de tous les jours. En tout cas, le civil, beaucoup, c'est la vie de tous les jours et on se rend
on se rend compte que la moindre petite situation du quotidien peut être régie par le droit et quand on le maîtrise un peu, au moins sur les grands principes, du coup on regarde pas les choses de la même façon. D'accord, ok, merci bien. Donc, les boss et bossesses, c'est sur ces mots sages de Stéphanie qu'on va se retrouver pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Nous voici pour la dernière partie de l'émission. Avec ce thème du jour, nous espérons avoir semé une curiosité sur le droit et que celle-ci vous aura poussé à vous documenter en profondeur sur le sujet. Mais à présent, il est temps de passer à la rubrique littéraire de Mélissa. Fala le livre. Mélissa, fais-nous rêver. La rubrique Fala le livre, présentée par Mélissa. Et oui, nos boss et bossesses, j'ai le plaisir de vous présenter notre 5e édition de Fala le livre. Et oui, voici la 5e, et vous commencez à connaître le concept maintenant, mais pour les petits nouveaux ou ceux du fond qui sont pas sûrs d'avoir suivi, je vais vous faire un très bref rappel du concept, puisqu'il reste tout nouveau pour le moment. Moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Et donc, pour notre première recommandation du jour, je voudrais vous parler d'une sortie littéraire qui était attendue depuis de nombreux mois pour les lecteurs français de fantasy. Je vais vous parler de Babel de R.F. Kuang. Donc, ce roman, aux allures d'essai politique, démarre en 1828 et nous raconte l'histoire d'un jeune orphelin chinois qui va être conduit à Londres et renommé Robin Swift. Il va alors y consacrer ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide des barres argentées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire romain une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Et donc, bien évidemment, comme vous vous en doutez, on y retrouve de nombreuses références à l'histoire. Ça permet de prendre du recul sur notre passé, mais de voir aussi d'un autre point de vue le colonialisme qui a toujours été raconté par les livres d'histoire européens. Ça déconstruit notre rapport aux langues et à la culture, et ça nous fait réaliser l'impact des mots dans la société et à quel point ça a toujours été un instrument de domination non violente. Et ça place un postulat assez tranchant tout de même. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison selon l'autrice. Et oui, quand même. Donc R.F. Kuang questionne alors l'impérialisme, le colonialisme, le racisme, mais aussi le sexisme avec une plume de justesse sans précédent qui nous fait tomber amoureux de ces personnages pour leur profondeur et leur évolution tout au long du roman. Je vous invite alors à retrouver ce roman dès le 9 novembre, en librairie. Et pour notre deuxième recommandation du jour, je m'adresse malheureusement qu'à nos boss et bossesses bilingues, puisque cette recommandation est un podcast en anglais tenu par une créatrice de contenu canadienne nommée Katerina Elftheriou. Le titre de cette petite pépite est Nobody is Doing It Right, et c'est là qu'elle nous partage ses pensées, mais aussi des conseils donnés avec beaucoup d'empathie pour savoir comment naviguer dans un monde où les relations humaines, amicales ou amoureuses, familiales même, sont parfois compliquées à gérer. Elle nous aide à décomplexer sur cette idée reçue qu'on peut tous avoir, selon laquelle, à certains stades de vie, on est censé avoir tout compris, être des individus qui savent exactement ce qu'ils font. Mais la réalité, c'est que, pour bien plus d'une personne, c'est loin d'être le cas. Elle nous rappelle à travers ces épisodes que la vie n'est pas une course où on devrait se positionner selon notre avancement par rapport aux autres, mais au contraire un long chemin tortueux où chacun doit avancer à son rythme, que les objectifs de vie de chacun sont différents et que c'est OK. Au cours de ces discussions, à la croisée des chemins entre la santé mentale et le développement personnel, elle décortique ainsi les réflexions qu'on peut tous se faire un jour sans réaliser que d'autres se posent les mêmes questions. C'est court, c'est efficace et ça fait réfléchir, alors que demander de plus. Et maintenant que ces deux présentations vous ont été faites, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Lily et Fiona, mais avant tout, j'aimerais connaître celui de notre invitée du jour. Donc Stéphanie, puis-je te demander lequel des deux t'a le plus intéressé? Pour moi, ce serait plutôt le premier, alors, parce que c'est des questions qui me taraudent, qui pour moi sont tellement d'actualité, malgré tout encore. Donc ce serait davantage le premier. Okay. Moi, ça me surprend pas de toute façon, vu ton métier.
Bah forcément, je fais pas. Enfin, mon métier enfin, il détermine pas qui je suis, ce que j'aime. Ce n'est qu'une partie de moi quand même. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et toi alors, Fiona, toi tu choisis quoi? Ben, moi, je vais choisir le deuxième livre. Je prendrai la deuxième recommandation déjà parce que tout ce qui est développement personnel m'intéresse et donc le livre semble être un peu plus passionnant avec plein d'émotions et tout ça. C'est Donc, c'est pas un ce que livre, j'aime c'est en un fait, en podcast. C'est particulier. pas un Ouais, livre. attention, c'est un podcast. Ah, pardon, Ouais, ouais. le C'est podcast, désolé, légèrement pardon. différent, mais ouais, le principe est un peu le même. Oui. D'accord. Donc, ouais, en fait, en gros, c'est ça, développement personnel et tout. Ouais, exactement. Et toi, Bah, Lily, du coup? Alors moi, j'ai beaucoup de mal à faire mon choix ce soir. Autant j'avoue que les autres soirs, c'était plus tranché, mais aujourd'hui, j'ai, euh, j'avoue que je pencherai quand même pour le premier, en l'occurrence, puisque je suis professeur d'anglais et que pour avoir mon diplôme, j'ai dû passer des nuits et des jours sur des traductions, à chercher le bon mot, à chercher la bonne tournure de phrase et justement à me demander si je, je rendais correctement hommage aux propos que j'étais en train de traduire. Donc j'avoue que le premier peut vraiment m'intéresser et je pense d'ailleurs que je vais le lire dès demain. Eh ben écoute, trop bien. Dans ce cas-là, je suis contente de t'avoir fait découvrir une nouvelle recommandation aujourd'hui. et toi, Mélissa, qu'est-ce que toi tu choisis dans tes deux recommandations? Bah écoute, comme d'habitude, hein, je te dirais que c'est pas du tout la même chose. Je dirais qu'en fait le deuxième, le podcast, c'est un peu plus léger, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est assez court en fait. C'est vraiment, je l'ai pas précisé, mais en fait c'est des épisodes qui durent entre 10 et 15 minutes. Donc c'est vraiment en fait, c'est vraiment adapté pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps de passer énormément de temps en fait à lire justement des livres de développement personnel qui vont être beaucoup plus longs. Et donc c'est vachement plus léger, mais d'un autre côté, justement, c'est efficace, comme je l'ai dit moi-même. Mais j'avoue que le premier, quand même, il m'a beaucoup marqué et que le premier, je le trouve vraiment très intéressant et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc je dirais que le premier est quand même mon préféré. Moi, je vais vous décevoir. Je ne choisis pas le podcast parce que, voilà, développement personnel, il faut entrer dans ses douleurs intimes, tout ce qui te fait pleurer ou bien tout ce qui te fait marauder un peu là, j'aime pas beaucoup. Par contre, le livre, moi je dis je le prends pas parce que à cause de la phrase qui dit traduit, c'est trahir. Je comprends pas. Comment on Je fait pour comprends. s'exprimer avec les autres si on ne traduit pas? Oui, je suis assez d'accord, mais je pense qu'en fait, quand tu lis le livre, tu te rends compte, en fait, enfin, tu comprends pourquoi elle dit ça. Et c'est pas forcément quelque chose qui va s'appliquer à tout, hein, bien sûr. Ça, c'est vraiment une phrase du livre et c'est vraiment marqué dans un contexte spécifique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je suis d'accord, c'est une phrase très forte, c'est une phrase qui est pleine d'impact, mais elle a un contexte et elle a un sens, on va dire, dans le Ok. roman. Bravo pour ta rubrique. Maintenant, il va falloir que Stéphanie te note. Stéphanie, tu lui donnes combien sur 20? On enlève 20. On enlève 20. Je repars sur la même note, hein, pas de pas de jalousie, pas de hiérarchie. Donc je reste sur le 20 aussi, euh, Ah, en sachant que j'aime bien le côté on prend de la hauteur par rapport à un livre, par rapport à un podcast. Je trouve que des fois, c'est ce qui manque quand quand les gens, ils peuvent nous parler de choses qu'ils découvrent. Et la façon de le présenter là par Mélissa, je trouve ça très bien. ok, d'accord. Mélissa, je te laisse ta Bah, note merci, de 20 sur 20. Donc, voilà. merci beaucoup. Mais il faut parfois être dur dans les notes. Il faut parfois mettre même 6 sur 20. C'est ça qu'il faut À mettre. quoi ça sert? Juste pour être mauvais, c'est tout. Ouais. Bon, Non, c'est pas mon truc. d'accord, d'accord. Bon, merci pour ta rubrique, Mélissa. Il est temps de passer à la rubrique Est-ce que tu know de Lily? Tu as la pression, ma chérie. Vas-y, fais-nous rêver. La rubrique Est-ce que tu nord présentée par Lily. Alors, coucou les boss et les bossesses. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première chronique Est-ce que tu know de novembre. Nous allons nous attaquer ensemble à un sujet complexe mais ô combien important, le jargon juridique en matière de soins de santé. Avant de nous lancer, à votre avis, combien de Français savent qu'il existe une loi sur la fin de vie en France? Alors, je vais
finir par l'inviter, puisque c'est quand même sa spécialité. Ouais, mais Mélissa? alors là, pour le coup, je n'en ai strictement aucune idée du nombre de Français. Je suppose que c'est pas beaucoup. Après, c'est quand même des choses qui ont beaucoup agité le débat public ces dernières années. Honnêtement, je sais pas, peut-être 20%. D'accord. Mélissa? Alors, moi, je pense, j'avoue que je sais pas du tout. J'aurais dit peut-être 15% environ. Ouais, D'accord. voilà, une devinette. Fiona? Moi non plus, je sais pas du tout. Alors, je vais dire 30%. Alors, eh bien, préparez-vous à être surpris, car en effet, seuls 59% des Français savent vaguement qu'il existe une loi, et seuls 12% des Français sont capables d'en citer le nom. Donc, en effet, Stéphanie, comme vous le disiez, c'est très peu. La loi sur la fin de vie en France a évolué au fil des ans, s'adaptant aux besoins changeants de notre société et aux préoccupations concernant la dignité et l'autonomie des patients en fin de vie. D'ailleurs, parmi vous, connaissez-vous le nom de la toute première loi majeure sur la fin de vie en France, ainsi que l'année de son adoption? Mélissa? Alors là, c'est pareil, j'en ai aucune idée. Pour le coup, je donne ma langue au chat. Invente une date, 1945, la loi sur, je sais pas, tu inventes un truc, hein. Ah, c'est bien plus récent que ça. Stéphanie? Honnêtement, là, c'est la vraie colle. Alors, la première loi sur la fin de vie, c'est ça? Oui, en Euh, France. euh, oh là là. Est-ce que c'est avec Vincent? Oh là là. Je dirais 95. Alors, Manu? Fiona? Veux-tu éventuellement... Bon, je vais juste te donner un chiffre, enfin un nombre, je vais dire 2002. Je pense que c'est c'est Alors, 95. Je suis sûre que c'est Non, ça. mais enfin, j'en sais rien en vrai, hein. Enfin, moi, On je sais va pas. prendre exemple alors, sur moi. la, la première loi s'appelle la loi Leonetti, qui a été Ah adoptée en oui! 2005. Cette loi a établi le principe du respect de la volonté des patients en fin de vie. Elle a introduit l'idée des directives anticipées permettant aux patients d'exprimer à l'avance leurs souhaits en matière de fin de vie. En 2021, une nouvelle loi de bioéthique a été adoptée, apportant plusieurs changements majeurs. Cette loi a élargi l'accès aux soins palliatifs, renforcé les droits des patients en phase terminale de maladies graves et autorisé certaines personnes atteintes de maladies incurables en phase avancée à refuser les traitements qui prolongent artificiellement leur vie. Le sujet de l'euthanasie continue aussi de susciter des débats passionnés en France, avec notamment un projet de loi visant à légaliser l'euthanasie sous certaines conditions très spécifiques qui a été présenté en 2022. Parlons à présent de ces directives anticipées, un sujet qui reste mystérieux pour beaucoup. Selon vous, en studio, combien de Français savent que la loi sur la fin de vie a mis en place des directives anticipées? Stéphanie, on Je commence pense par quand toi. même je pense quand même qu'il y a pas mal de Français parce que dès qu'on va à l'hôpital, alors c'est vrai que tout le monde va pas à l'hôpital mais dès qu'on doit faire une petite intervention à l'hôpital, on nous demande est-ce qu'on a établi des directives anticipées et qui les a. Donc quand même, je pense que en étant oh, quand même plus du coup que la loi sur la fin de vie. Oh, je dirais quand même aux alentours des 50% des Français. Mélissa, tu es d'accord avec elle? Ouais, je pense que ça doit être ça, à peu près. Je suis assez d'accord. Mélissa, ne Et triche Fiona? pas la réponse de Stéphanie. Donne ta part. Non, elle travaille en équipe. Ça n'a rien à voir, elle travaille en équipe. Exactement. Et Fiona? Moi, je sais pas, je vais dire que un peu plus que je vais peut-être dire 70%, mais sinon je sais pas. Eh bien, seulement 40% des Français. Donc, 40. il est donc grand temps de faire la lumière sur ces directives essentielles pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Alors, que sont ces fameuses directives anticipées? Pour faire simple, ce sont nos souhaits en matière de soins de santé exprimés à l'avance, au cas où nous serions dans l'incapacité de le faire au moment voulu. C'est un peu comme préparer une liste de vœux pour un voyage à venir, à la différence que le voyage concerne notre bien-être
et notre santé. Et pourquoi est-ce si crucial de les rédiger? Eh bien, imaginez-vous dans une situation médicale où vous ne pouvez plus exprimer vos souhaits. Les directives anticipées garantissent que vos vœux seront respectés, même lorsque vous ne pouvez pas ou plus les exprimer verbalement. Elles fournissent à vos proches et aux professionnels de santé des indications claires sur vos choix. C'est une sécurité pour vous, mais aussi pour eux. Vous leur épargnerez l'angoisse et le stress de se demander éternellement ce que vous auriez voulu. Là, ils savent. Rédiger des directives anticipées est plus simple qu'on ne le pense. Vous n'avez pas besoin d'un avocat, mais il est recommandé de consulter un professionnel de santé ou un juriste pour vous guider. Vous pourrez alors préciser les traitements que vous acceptez ou refusez, vos préférences en matière de soins palliatifs et même vos souhaits sur le don d'organes. Gardez à l'esprit que vos directives anticipées restent valables tant que vous ne les révoquez pas. Ainsi, il est important de les revoir de temps en temps pour vous assurer qu'elles reflètent toujours vos désirs actuels. Notre vie évolue et nos préférences peuvent changer. Une étape cruciale consiste enfin à informer votre famille et vos proches de l'existence de vos directives anticipées. Ils doivent connaître l'emplacement de ce document qui peut être conservé chez votre médecin traitant ou dans un dossier médical personnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors réfléchissez-y, car c'est un acte d'amour envers vous-même et ceux qui vous entourent. Maintenant, explorons les droits des patients. Savez-vous combien de Français demandent systématiquement un deuxième avis médical en cas de problème sérieux? C'est encore à moi. Alors ça, vu que je pense quand même en cas de problème sérieux, vu que de plus en plus les établissements de santé le recommandent eux-mêmes, donc forcément le pourcentage n'est pas négligeable. En fait, en tout cas, j'espère. Du coup, ouais, euh, mais c'est systématiquement quand même. Ouais, allez, 70%. Bravo! Les Français sont quasi unanimes. Ils sont 72% à plébisciter le recours systématique à un deuxième avis médical en cas de problème de santé sérieux. Chaque individu a le droit d'être informé sur son état de santé, d'accepter ou de refuser les traitements qu'on lui propose, d'accéder à ses dossiers médicaux et de demander un second avis. Comprendre ses droits est essentiel pour prendre des décisions éclairées. La connaissance est la clé pour comprendre vos droits en matière de soins de santé. Les ressources en ligne, les organisations de patients et les professionnels de santé sont là pour vous aider à démystifier le langage juridique médical. Posez des questions, informez-vous et n'ayez pas peur de demander des éclaircissements à votre équipe médicale. Le jargon juridique peut sembler intimidant, mais avec les bonnes clés, vous pouvez sortir de ce labyrinthe obscur et faire valoir vos droits. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et vous avez le droit d'exiger des informations claires et précises pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne votre santé et votre bien-être. Il est important de noter que la France continue d'évoluer dans sa réflexion sur les questions liées à la fin de vie, et les discussions sur ce sujet sont en cours au sein de la société et du gouvernement. Les lois et réglementations évoluent pour mieux refléter les besoins et les préoccupations des patients, en veillant à ce que la dignité et l'autonomie des patients soient respectées tout au long de leur vie. Un immense merci de m'avoir accompagné pour cette chronique, et surtout, n'oubliez pas que la transparence sur vos préférences médicales est un pas de géant vers la tranquillité de l'esprit pour vous et vos proches. Retrouvez-moi la prochaine fois pour explorer de nouveaux sujets au cœur de l'actualité de la santé dans Est-ce que tu know? Alors restez au fait de vos droits et prenez bien soin de vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la clé, c'est la méthode MBC. Bravo Lily, très belle chronique. Alors Stéphanie, combien tu lui donnes? Un vrai gros 20 sur 20. Ah, là, tu as fait la discrimination. Parce que tout à l'heure, tu as dit, non, il n'y a pas de hiérarchie. Je donne à Mélissa comme j'ai donné à Fiona. Et à elle, tu mets un gros 20 sur 20. Moi, je proteste. Non, mais objection à votre honneur. Je m'explique. C'est pas du tout dans la polémique et c'est pas dans la hiérarchie non plus. Mais je pense, je l'ai déjà dit plein de fois, que c'est très important de connaître ses droits et en matière de santé. Pour moi, la santé, c'est un des domaines de la vie à titre perso, hein, mais qui est très, 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 très important. Je pense. D'accord. Congratulations, Lily, tu as 20 sur 20. Est-ce que tu es contente de ta note? Merci beaucoup. Oui, j'avoue que j'étais assez intimidée. D'accord. Eh bien, congratulations. Tu as eu 20 sur 20, un gros 20 sur 20 pour reprendre Stéphanie. Donc, les boss et les bossesses, avant de se quitter, vous savez que vous pouvez retrouver la magistrate Stéphanie Grivette sur son Instagram qui est @madame.grivette.
la.juge sur lequel elle parle de son métier. Donc, n'hésitez pas à la contacter là-bas pour en savoir un peu plus sur la procédure civile. Donc, il est temps de se dire au revoir. Merci à Fiona, Mélissa et à Lily. Et merci à toi, Stéphanie, pour ton temps et ton expertise. J'espère que tu as aimé passer ce moment avec nous. Oui, ça a été un plaisir et je n'ai pas vu le temps passer, donc c'est très bien. D'accord, parfait, parfait. Merci à vous les boss et les bossesses. On est ensemble. Rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses.